Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter de comprendre et de décrypter la crise à Ceuta. Notamment, on va tout simplement parler de son histoire et de tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors avant de commencer l'histoire de Ceuta, nous allons commencer plutôt par une petite introduction, tout simplement pour vous rappeler les faits. Alors, comme vous pouvez voir sur cette image, donc en juillet 2026, près de 60 000 migrants franchissent la frontière entre le Maroc et Ceuta en moins de 48 heures. Sachant que la ville de Ceuta compte seulement 85 000 habitants, c'est un choc historique, mais cette crise ne peut pas être comprise sans répondre à une question simple: pourquoi existe-t-il une ville espagnole en Afrique? Et tel est l'objet de la vidéo, c'est justement d'essayer de comprendre ce phénomène. Alors, du coup, vous l'avez bien compris, Ceuta est une ville espagnole. Mais quelle est son histoire? Tout d'abord, Ceuta est situé sur la côte nord du Maroc, face au détroit de Gibraltar. Vous le verrez ensuite sur les différentes cartes. Donc Ceuta est une ville stratégique depuis plus de 2000 ans. Elle est contrôlée par l'une des principales routes maritimes entre l'Atlantique et la Méditerranée. Les grandes étapes de cette ville-là, c'est tout simplement donc pendant l'Antiquité, les Phéniciens et les Carthaginois puis les Romains avaient justement ce territoire. Au Moyen Âge, on commence à avoir une domination musulmane pendant plusieurs siècles, sachant que voilà, il y a eu tout ce qui s'appelle la Reconquista, donc les Espagnols ont été conquis par les Arabes, et justement ils sont montés jusqu'à Poitiers, et puis après il y a eu l'histoire de Charles Martel, excusez-moi. Bon, on reviendra peut-être ça sur une autre vidéo. Donc du coup ce territoire a été occupé justement par l'actuel, entre guillemets, l'actuel Maroc. 1400, en 1415, le Portugal va conquérir Ceuta. En 1580, le Portugal et l'Espagne sont réunis sous un même roi. Donc finalement, Ceuta appartient officiellement entre guillemets à l'Espagne depuis 1580. En 1640, le Portugal retrouve son indépendance, donc ils ont un roi différent, mais la ville de Ceuta reste sous le giron espagnol. Et en 1668, le traité de Lisbonne reconnaît officiellement Ceuta comme territoire espagnol, et donc il y a une dispute interne au sein du territoire entre les Portugais et les Espagnols. Justement, c'est pour cela que ce traité, voilà, permet de justement d'apaiser les tensions qui existaient jusqu'alors, donc jusqu'à 1640, enfin depuis 1640. Donc depuis 1668 et le traité de Lisbonne, Ceuta reste espagnol malgré les revendications du Maroc, qui se fait un peu plus tard. En effet, donc l'argument principal du Maroc est que Ceuta est situé finalement très proche de son territoire, et notamment sur le continent africain et non européen. Sachant que finalement, quand vous voyez, et je vous montrerai après le détail sur la carte, c'est vraiment une petite enclave. Et selon le Maroc, Ceuta est pour lui un vestige de la colonisation européenne qui devrait être réintégré au Maroc depuis son indépendance en 1956. Donc l'Espagne répond que Ceuta est sous sa souveraineté depuis plus de 350 ans et sous domination portugaise puis espagnole depuis 1415, et que ce statut a été reconnu par un traité en 1668, pardon, et que la majorité des habitants à Ceuta souhaitent rester sous la protection espagnole et non marocaine. Donc on peut voir quelques petites discordes. Deuxième point, pourquoi Ceuta est-il si important? Pourquoi l'Espagne, puis le Portugal, puis le Maroc souhaitent justement contrôler cette petite enclave qu'on peut voir, où je montre avec mon petit stylet? Ce qu'il faut savoir, c'est que Ceuta est une frontière unique. Elle est en Afrique, elle est espagnole, elle est aussi sur le territoire de l'Union européenne, elle fait partie de ce qu'on appelle l'espace Schengen. Elle est située à seulement quelques centaines de mètres du Maroc, comme on peut le voir, juste ici. Et donc elle représente une des portes d'entrée terrestre vers l'Union européenne. La problématique, c'est que justement, depuis les années 1990,
l'Espagne construit progressivement une double clôture sécurisée, financée en partie par l'Union européenne, afin justement de limiter les passages clandestins qui se font, qui sont nombreux. Et d'ailleurs, justement, je crois qu'il y a une ville au Maroc, alors je ne sais pas si c'est Tanger ou un peu plus loin, où on voit carrément les côtes espagnoles. Donc beaucoup, justement, alors il y a des Marocains, mais il y a aussi beaucoup d'immigrés d'Afrique noire, justement, qui font le voyage avec des passeurs, justement, pour passer, comment dire, par bateau, pour rejoindre, justement, Gibraltar ou l'Espagne. Maintenant, on va tenter de comprendre pourquoi autant de migrants africains souhaitent passer par Ceuta. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces migrants qu'on a pu observer durant justement ce trouble, ce flux migratoire inédit, c'est surtout beaucoup de personnes qui viennent, bien sûr, du Maroc, mais aussi d'Afrique subsaharienne, qui justement transite par le Maroc, qui est finalement un des passages obligatoires pour justement rejoindre l'Europe en passant justement par Ceuta, qui justement passe par l'Espagne. Et justement, Ceuta représente finalement euh, une possibilité qui est de tout simplement rentrer dans l'Europe sans traverser toute la Méditerranée. C'est-à-dire que, il y a la possibilité justement de rentrer en Europe sans forcément aller sur le continent européen, car, en fait, finalement, il y a une enclave, il y a une ville européenne en Afrique. Et donc habituellement, les passages restent limités car les contrôles sont très importants des 2 côtés de la frontière, que ça soit au niveau marocain et au niveau espagnol. D'ailleurs, le Maroc, justement, est très ami avec les Européens parce que justement, les Européens, via Frontex, financent le Maroc justement pour protéger ses frontières. Finalement, on paye un peu d'autres pays pour, entre guillemets, faire le sale boulot. Alors, finalement, qu'est-ce qui change en 2026? Parce que finalement, cette ville existe depuis des millions d'années, enfin plutôt des centaines, des centaines d'années, entre guillemets, sur le plan géopolitique stratégique appartenant à l'Europe. Et pourquoi d'un coup on attend 2026 pour justement avoir cet événement qui crée justement un appel d'air? Et finalement, enfin, j'ai sélectionné 2 raisons. Première raison, ça va être finalement la politique nouvelle concernant la politique migratoire espagnole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois depuis plusieurs années, on a un nouveau gouvernement qui est un gouvernement socialiste, avec le Premier ministre Pedro Sanchez, qui mène une politique migratoire un peu plus ouverte, avec plusieurs autres gouvernements européens. Et depuis 2026, il annonce une régularisation exceptionnelle pouvant concerner environ 500 000 étrangers en situation irrégulière, qui justement pourraient répondre aux besoins économiques et au manque de main-d'œuvre espagnole. Alors, cette décision est fortement critiquée par l'opposition espagnole et par certains pays européens, dont on verra. Et finalement, voilà, ça suscite pas mal de réserves au niveau des autres dirigeants européens. Parce que étant donné qu'une fois que des personnes qui viennent finalement de l'étranger rentrent dans l'espace Schengen, ils peuvent circuler justement dans tous les pays. Deuxième raison, ça va être un arrêt du tribunal suprême espagnol. En effet, quelques jours avant la crise, un arrêt du tribunal suprême qui équivaut finalement à la Cour de cassation en France, limite la possibilité de renvoyer immédiatement certains migrants arrivés par la mer vers le Maroc. Alors, ça veut dire que, si des migrants viennent par la mer, comment dire, que le gouvernement espagnol ne peut pas automatiquement les refuser. Alors, cette décision est assez complexe. Je vous résume un peu les choses, hein. L'objectif, c'est pas de rentrer dans la précision, sinon on aurait pour des heures. Mais l'idée est là que finalement, si vous arrivez à Ceuta par la mer, vous pouvez rester en Espagne. Et donc, c'est une des raisons qui, justement,
avec cette information, cette rumeur qui s'est propagée extrêmement rapidement du coup sur le territoire africain, a sans doute joué aussi un rôle majeur dans l'afflux massif. Donc à la fois justement un arrêt du tribunal suprême qui justement permet là cette possibilité d'arriver sur le territoire espagnol et une politique espagnole qui dure depuis plusieurs années concernant la possibilité d'avoir davantage d'immigration justement pour répondre à des besoins économiques et de main-d'œuvre. Autre point, pourquoi le Maroc est-il si important? Donc en temps normal, la police marocaine empêche la plupart des départs, hein, empêche les réseaux de passeurs, et comme je disais tout à l'heure, le Maroc est un allié de l'Europe, justement pour faire finalement le douanier, pour réaliser les contrôles aux frontières. Et donc sans coopération marocaine, il devient difficile pour l'Europe, et notamment pour l'Espagne, de protéger cette frontière-là. Et donc, lors de la crise à Rabat, justement, euh, cela a renforcé les contrôles des dizaines de milliers de personnes. Et donc, justement, le Maroc a déployé, si je dis pas de bêtises, en moins de 48 heures, pas mal de policiers, justement, pour essayer d'aider les Européens et notamment les Espagnols. Donc, on peut voir, on a une zone neutre. Et justement, c'est cette zone-là. Alors, je ne sais pas si on a d'autres, peut-être tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, voilà, ça permet justement de tenter de contrôler la chose. Enfin, pourquoi cette crise inquiète toute l'Europe? Ce qu'il faut tout simplement souligner, c'est que justement, avec l'espace Schengen, même si Ceuta n'appartient pas réellement à l'espace Schengen, Ceuta appartient à l'Espagne. Donc ça veut dire que si on arrive à arriver sur le territoire espagnol par Ceuta, finalement, les personnes peuvent se déplacer de partout. Donc finalement, ça inquiète à la fois la France, l'Allemagne. Alors ne prenez pas en compte le Royaume-Uni qui est bien sûr sorti de l'Europe, mais ça inquiète tous les pays, en tout cas nordiques. Euh, et justement, on a l'Italie qui va réagir, notamment avec la première ministre, enfin la première ministre ou le premier ministre Giorgia Meloni, qui critique justement ouvertement son homologue, le premier ministre Pedro Sanchez, qui justement, pour Rome, va tout simplement décider de régulariser massivement les personnes qui arrivent d'Espagne pour partir par exemple en Italie. Donc ça cristallise les relations avec l'Espagne, ça provoque de vives tensions et justement, bah voilà, critique un peu l'arrêt du tribunal suprême et le manque de fermeté de Pedro Sanchez par rapport à cette crise-là. Maintenant, si on se centre autour de la France, qui partage justement une longue frontière avec l'Espagne, quelles sont les conséquences de cette crise-là pour la France? Le problème, c'est que si des migrants rejoignent ensuite la péninsule espagnole, beaucoup peuvent tenter de poursuivre leur route vers la France, et puis après aller vers d'autres pays aussi également, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Donc Paris a décidé de renforcer les contrôles à la frontière franco-espagnole, de réaliser une coopération accrue avec justement le gouvernement situé à Madrid, et justement une surveillance renforcée des flux migratoires, justement suite à ce qui s'est passé à Ceuta. L'objectif étant d'éviter un déplacement de crise vers le reste de l'Europe. Comme on peut voir, voilà, finalement, après l'Espagne, c'est la France. Et une fois que vous avez la France, finalement, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Enfin, quels sont les enjeux de fond? Je ne rentrerai pas dans les théories de certains auteurs ou de certains éditorialistes ou essayistes par rapport à cette crise-là, car je veux tout simplement tenter de vous expliquer sans mettre finalement d'opinion politique ou intellectuelle dans mon travail, ce qui est bien sûr quelque chose de très difficile, hein, je le reconnais. Et puis, bien sûr, c'est aussi le fait d'essayer de comprendre les choses avec les informations qu'on a en piochant à droite à gauche. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, cette crise dépasse largement Ceuta et elle pose plusieurs questions majeures. Premièrement, est-ce que les frontières extérieures de l'Union européenne sont protégées?
Si c'est non, comment mieux les protéger? Deuxième question, jusqu'où peut aller la coopération avec le Maroc? Comment lutter contre les réseaux de passeurs? Comment régulariser cet effet d'appel? Et enfin, comment concilier le contrôle des frontières et le respect du droit d'asile? Et ces questions-là, c'est des questions qui sont imminentes, qui justement existent depuis plusieurs années, dont l'Europe refuse d'y répondre. La problématique, c'est que justement, on joue avec la vie des gens, à la fois les personnes qui habitent en Afrique et qui souhaitent rejoindre l'Europe, et à la fois les gens qui habitent par exemple à Ceuta. Et comme on peut voir dans certaines vidéos, c'est assez compliqué là-bas, en tout cas par rapport aux connaissances que nous avons, en tout cas sur les réseaux sociaux. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que bien sûr, j'ai fait volontairement, j'ai survolé pas mal de choses. J'ai essayé d'être le plus généraliste et de résumer un peu. Enfin, c'est difficile de résumer ça à chaud, mais de résumer tout simplement cette situation. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ce qui aurait pu être dit. Et puis moi, ça me permettra justement d'améliorer mes prises de parole fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup.